l'entrée en guerre de l'Italie aux côtés des Alliés fut un vrai coup de théâtre. Pour y arriver, Paris a misé sur 2 redoutables tribuns. Considéré comme le plus grand poète italien moderne, Gabriele D'Annunzio brûle de ferveur nationaliste. Il rêve d'arracher aux griffes autrichiennes les derniers territoires italiens et ses discours font mouche. Ça tombe bien, car il est aussi criblé de dettes et la France paie sans sourciller l'équivalent de plusieurs millions d'aujourd'hui. À l'autre bout de l'échiquier politique, la France a su trouver le cœur et le portefeuille du jeune directeur de l'Avanti, le quotidien socialiste. C'est par la SFIO, le Parti socialiste français, entré au gouvernement après l'assassinat de Jaurès, que Paris subventionne Benito Mussolini. Ses camarades le surnomment déjà le Duce. Il est très remonté contre les empires centraux réactionnaires, qu'il accuse de cléricalisme et d'entrave à la liberté des peuples. Jadis jeté en prison pour ses activités anticolonialistes, puis déserteur, il s'était réfugié en Suisse, où il a organisé des grèves à Berne et Genève, étudié à Lausanne, tout en dormant sous les ponts. Endurci par la prison et l'exil, rentré en Italie à la faveur d'une amnistie, l'ancien journaliste pacifiste est désormais va-t-en-guerre. Joint aux envolées lyriques de D'Annunzio, les discours populistes de Mussolini emportent les derniers scrupules du roi, déjà appâté par les promesses de gains territoriaux dans les Alpes et l'Adriatique, qui font tiquer la Serbie et son allié russe. L'Italie entre en guerre sans l'accord de son Parlement. D'Annunzio et le Duce s'engagent aussitôt. Le poète multiplie les coups d'éclat et survole Vienne pour y lâcher des tracts. La presse alliée s'extasie sur ses exploits. Il viole les ports autrichiens de Croatie à bord de motoscaphes comme ceux de Venise, puissamment remotorisés et armés de torpilles. Il y côtoie le comte Ciano, dont le fils épousera la fille de Mussolini. L'action du Duce est moins flamboyante. Blessé au front dans les durs combats du Tyrol, l'ancien déserteur est rendu à la vie civile. C'est désormais le MI5 britannique qui le rétribue pour recruter du monde et faire le coup de poing sur les chantiers et dans les manifs contre les anarchistes qui sabotent l'effort de guerre, eux-mêmes payés et armés par le bureau tessinois du Dry B allemand. Le dit Dry B est aussi doté d'un Nachrichtenstelle den Orient, dirigé par le fameux baron Max von Oppenheim, qui voit plus que jamais dans le djihad islamique l'arme qui va briser les empires français et britanniques. Berlin finance donc les conférences panislamiques de Genève et ce fervent supporter du nationalisme panarabe est qualifié par Laurence d'Arabie de meilleur spécialiste du Moyen-Orient. Mais pas que. Au-delà du monde arabe, les Indes britanniques sont sa véritable cible. Réfugié en Californie, l'anarchiste hindou Lala Hardayal y est jeté en prison sous la pression de Londres. Libéré sous caution, il file en Suisse à l'anglaise, où le baron Max le met en contact avec Hans Schreck, le chef du réseau allemand en Suisse, qui doit lui fournir armes et explosifs pour soulever les Indes. Et lorsque l'arsenal allemand de la Nordstrasse sera saisi à la fin de la guerre, certains évoquent l'ombre d'Allen Dulles, futur fondateur de la CIA, alors attaché d'ambassade à Berne, qui aurait été informé par Dayal. Autres réfugiés à Genève, Krishna Varma et Mahendra Pratap sont à leur tour contactés par le baron Max. Mais le premier refuse de travailler pour une autre puissance impérialiste, tandis que Pratap accepte. Propulsé président du gouvernement indien en exil par le Comité indien pour l'indépendance, financé par Berlin. Il se voit embarqué aussitôt dans l'expédition germano-turque qui rejoint Wilhelm Wasmuss, le Lawrence allemand, en Afghanistan. Les lieutenants Niedermayer et von Henting doivent convaincre le Khan Habibullah de chasser les Britanniques, avant d'attaquer les Indes où Pratap déclencherait une rébellion. Prudent, le Khan préfère temporiser, attendant de voir comment tourne la guerre.
L'expédition a plus de succès avec les tribus turques djangali vivant sur les champs de pétrole iraniens, mais pas suffisamment pour interrompre les livraisons d'or noir aux Britanniques. Laurence d'Arabie et les Anglais, au contraire, qui ont lu von Oppenheim et lui rendent hommage, parviennent à soulever les Arabes contre les Turcs, alliés de Berlin. Le Nachrichtenstelle change alors de tête, excite le baron Max. Eugen Mitvor est aussi spécialiste de l'islam, mais de religion juive. Il se fait assister d'un Suisse, ancien correspondant à Istanbul, Max Rudolf Kaufmann, et de Naum Goldmann, chargé des relations avec le sionisme au ministère allemand des Affaires étrangères. Jusqu'à la fin de la guerre, l'appui de Berlin au sionisme remplace le soutien au djihad. Le Bund et les mouvements révolutionnaires font vaciller la Russie, qui s'écroule bientôt.